C'est surtout l'expression approche expérientielle qui résonne en moi, parce que je ne peux pas m'empêcher d'entendre dans le mot inspiration le lien avec le corps, l'incarnation, le rapport à la respiration, c'est-à-dire un ancrage qui est celui de notre biologie, hein, ce lien avec notre élan vital, voilà. Et vraiment, pour moi, c'est ce qui est à l'heure actuelle le plus important. Hein. Finalement, cela m'évoque un espace de rencontre qui va rendre possible l'émergence, hein, l'affirmation d'un désir qui autorise finalement de persévérer dans son être. Hein. En fait, c'est très clair, ce colloque, hein, il me ramène à ma discipline, on va dire, originaire, qui est la philosophie. Et voilà, donc, dans un premier temps, c'est cette idée d'un désir qui peut finalement émerger, se renforcer à travers justement la rencontre d'une figure inspirante. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et je fais aussi un lien avec la philosophie d'Aristote. Hein, dans cette idée d'inspiration, je trouve aussi un lien avec la dynamisme, hein, la dynamisation, ce processus de dynamisation par lequel justement la matière est informée, hein, et finalement l'être se constitue et peut ensuite justement par cette actualisation contribuer au monde, agir, se révéler, se réaliser en fait. Très bien. Est-ce que par rapport à la première approche, il pourrait y avoir des concepts qui soient inspirants sans incarnation? C'est une question que je me suis posée, Rémi. Parce que effectivement, le présupposé que je laisse apparaître dans ce début d'échange, c'est que finalement, ça ne serait pas le cas. Or, j'ai rencontré aussi des concepts inspirants. Donc, il y a nécessairement une forme de questionnement à construire, hein, une dimension problématique à développer. Clairement, pour moi, dans la philosophie contemporaine, hein, bon, je pense à Hartmut Rosa, hein, qui est à la fois philosophe, sociologue, bon, contour épistémologique est un petit peu, les contours épistémologiques de sa pensée sont un peu complexes, mais justement, par exemple, la notion de résonance, le concept de résonance est fortement inspirant. Et il joue un rôle similaire à ce que pourrait être la rencontre avec un être de chair. Alors peut-être y a-t-il des concepts qui ont cette capacité finalement d'être actifs dans la rencontre avec l'esprit d'un individu, au même titre que la rencontre avec un être vivant. En tout cas, ils font signe, toujours pareil, en lien avec la philosophie antique, ils font signe un peu au sens où Saint Augustin le signifie. Ils font signe, c'est-à-dire qu'ils vont susciter chez le lecteur un espace de sens créateur, hein, qui ouvre un espace de pensée, en fait. Est-ce qu'il pourrait y avoir des figures qui, finalement, n'autorisent pas l'accession au concept? En d'autres termes, un concept intéressant qui serait inspirant, mais la médiation par la figure rendrait impossible cette émergence du désir dont tu as parlé. Alors, alors, pour ça, il faut évidemment revenir à l'expérience. Ai-je vécu une expérience de ce type?
Je pense que oui. Je pense avoir rencontré dans mon histoire de formation une situation de ce type. Je pense en particulier à un professeur de philosophie que j'ai eu en Cagne, heideggerien, et bon, c'était une période où j'étais très sensible à ce renouvellement de la philosophie qui essayait de prendre une forme de distance avec une rationalité un peu limitante, justement un peu asséchée. Ce qui m'avait semblé complètement contradictoire, c'est que chez Heidegger, justement, il y a la promotion du rapport au monde. Il s'agit d'habiter le monde, donc de développer une forme de présence à la fois aux choses, aux êtres. Et ce professeur de philosophie, justement, n'habitait pas le monde dans la rencontre. Et c'était questionnant, justement, surtout quant à la capacité, justement, d'un concept à pouvoir prendre corps, justement, chez un individu, non seulement à travers sa réflexion abstraite, mais aussi justement dans son être au sens plein. Alors, de la même façon, est-ce qu'il y aurait des figures inspirantes qui entraîneraient, qui orienteraient sur de fausses voies conceptuelles? En d'autres termes, qui entraîneraient sur des mauvaises pistes? Je pense que oui, aussi. En fait, c'est, je dirais, un peu la différence entre être inspiré et être fasciné. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des éducateurs qui ont ce pouvoir de fasciner, et on peut effectivement confondre cette fascination avec une inspiration, mais finalement, dans l'inspiration, il y a quand même toujours un tiers, c'est-à-dire que cette dynamique de l'inspiration, quand elle est, si tu m'autorises ce raccourci, proprement éducative, cette dynamique de l'inspiration, elle ramène à soi, c'est-à-dire à son propre désir, ou comme dirait saint Augustin, à son maître intérieur. Et en ce sens, elle n'est pas aliénante. Dans la fascination, finalement, ce tiers, au fond, dans l'inspiration, tu as celui qui inspire, celui qui est inspiré, mais celui qui est inspiré, finalement, il se relie à quelque chose en lui ou hors de lui qui va lui permettre effectivement de se reconnaître davantage dans sa vocation, dans son appel existentiel, dans la fascination. Finalement, celui qui est fasciné revient toujours à celui qui l'inspire et ne s'en libère pas, ne s'en dégage pas. Donc, en ce sens, on n'est pas dans une mise en activité, mais on est dans une forme de passivité, d'un regard qui ne se détache pas de celui qui capte toute notre attention. Tu réponds presque à la dernière question que je voulais te poser, parce que tu as abordé la question de la rencontre. Et donc, dans cette rencontre-là, qu'est-ce qui est partagé et qu'est-ce qui appartient à l'un, à l'autre, et peut-être qu'est-ce qui n'appartient plus à l'un et à l'autre? Alors, ça, tu vois, c'est aussi une question que je me suis posée parce que, en fait, justement, cette notion de rencontre, elle est un petit peu ambiguë parce que dans la notion de rencontre, tu as l'idée que finalement, l'un et l'autre apparaissent l'un à l'autre dans une forme de réciprocité. Dans mon histoire d'élève ou d'étudiante, j'ai rencontré des figures extrêmement inspirantes, mais avec lesquelles finalement la rencontre ne se faisait pas dans la réciprocité. En fait, finalement, qui rencontrons-nous quand nous sommes inspirés? Qui rencontrons-nous quand nous sommes finalement au contact d'une personne inspirante? Moi, je dirais vraiment soi-même. En fait, en réfléchissant à ce temps de partage ensemble, je me suis vraiment rappelé la lecture d'un petit texte que je trouve très beau de saint Augustin qui s'appelle Du Maître,
et qui dit que vraiment, et puis au fond, ça me renvoie aussi à la figure de Socrate, hein. En réalité, finalement, l'enseignant, c'est celui qui fait signe, donc, mais ces signes, ils ne prennent sens que par la médiation justement de l'activité de celui qui est à l'écoute. Et le sens construit, il émane fondamentalement de l'intériorité ou de l'intelligence du sujet justement qui apprend. Et dans cette mesure, il y a à la fois rencontre, mais aussi une absence de rencontre, une forme d'effacement, puisque une forme d'effacement à travers un signe qui ne va prendre sens véritablement que pour celui qui l'interprète, c'est-à-dire celui qui est inspiré.